L'Ange Exterminateur sur Bernard Arnault, qui est honnêtement une des meilleures biographies, notamment financières, que j'ai pu lire. Je recommande vraiment. En plus, c'est un bouquin qui est pas très connu, mais qui mériterait de l'être. Son bouquin est assez intéressant parce qu'en fait, vu que c'est une autobiographie, il peut te retranscrire ses sentiments à l'époque, tu vois. Pareil, Bill Gates, ça me rappelait un peu Steve Jobs dans la façon dont il parle lui-même. En fait, il passait son temps aussi à pleurer et à s'énerver, tu vois. Tu vois, c'est rare dans l'environnement de travail, mais lui, en gros, j'ai l'impression que chaque jour, il s'engueulait 5 fois et il pleurait 5 fois, tu vois. C'était vraiment un rollercoaster émotionnel. Alors là, Massa, il gagne le truc. Lui, il fait des plans sur 300 ans. Et c'est pas une blague. En fait, il fait vraiment des plans sur 300 ans. Dans cet épisode spécial note de lecture, on va parler du guide ultime pour devenir trilliardaire et on va parler de comment doubler vos profits en 6 mois. Donc Paul, t'as été occupé, t'as lu beaucoup de livres ou alors t'as pris des notes sur des livres que t'avais lus à un moment donné. Mais t'es un des lecteurs les plus prolifiques que je connaisse. Donc de qui tu nous parles aujourd'hui? En ce moment, j'ai enchaîné 4 biographies d'un coup. Et du coup, c'est assez intéressant de voir un peu les points communs aussi, les points de différenciation. Donc j'ai lu l'autobiographie de Bill Gates sur ses en gros 30 premières années. Donc il a écrit lui-même. Une biographie sur Masayoshi Son, j'espère que je le dis bien, mais le fondateur de SoftBank, qui est du coup, par contre, c'est pas une autobiographie, c'est écrit par quelqu'un d'autre. Une biographie aussi un peu critique de Travis Kalanick, qui est le fondateur d'Uber, qui retrace un peu l'histoire d'Uber. Et enfin, j'ai relu une biographie que j'avais lue il y a longtemps sur Bernard Arnault, qui s'appelle L'Ange Exterminateur, qui est honnêtement une des meilleures biographies, notamment financières, que j'ai pu lire. C'est vraiment passionnant la façon dont il a accompli ce qu'il a accompli. Je recommande vraiment. En plus, c'est un bouquin qui est pas très connu, mais qui mériterait de l'être. Et c'est sur ce bouquin que la dernière fois j'ai raconté. D'ailleurs, il y a une version anglaise, il me semble, qui est ça. sortie il y a quelques années. Et qui m'a rapporté, sur papier, $85. Et donc déjà, je pensais un peu passer par points communs, et après noter s'il y a une exception un peu. Et donc le premier point commun qui est assez frappant quand tu lis ce genre de bouquin, c'est en fait, dans le cas des 4, leur intellect est déjà de base hors norme, tu vois. Bill Gates, bon, ça c'est toi, c'était un petit génie. Il a eu un score quasi parfait au SAT de 1590 au 1600. Ce qui, en gros, ils ont des équivalences SAT, QI qui s'y tiennent assez bien. C'est genre un QI de 160. Et tu vois, depuis qu'il est gamin, vraiment, c'est un touche-à-tout. Il est brillant très tôt. Berano qui a quand même fait Polytechnique, donc c'est pas non plus rien. Massa, c'est le plus marrant parce que lui, je pense, d'extérieur, il paraît pas très intelligent parce qu'il dit des trucs un peu basiques, un peu simples, tu vois. Il a l'air un peu con même parfois, je dirais. C'est toujours un truc un peu étonnant, tu vois. Tu l'écoutes en entretien, il te sort des trucs un peu clichés, un peu étranges. Mais il est quand même parti aux États-Unis à 16 ans. Donc il est japonais, il est parti aux États-Unis à 16 ans pour aller au lycée. Il a fini son lycée en 3 semaines. En gros, il a tout gradué d'un coup. Alors tu peux dire qu'il a de l'avance parce que peut-être au Japon le niveau est plus élevé autre. Mais c'est quand même assez impressionnant, tu vois. Encore une fois, sans avoir d'expérience d'anglais avant ça aussi non plus, toi. Il y a un truc un peu délirant. Mais comment il fait pour faire son lycée en 3 semaines? Il passe directement à l'examen, le bac, ou il n'y a pas vraiment de bac? C'est ça, en fait, il demande au lycée, est-ce que je peux me faire passer les tests, en fait, pour passer à la classe d'au-dessus, toi. Il fait, bim, il a fini en 3 semaines, quoi. Okay. Et à l'âge de 19 ans, en coopération avec un gars, il invente un transistor, un brevet sur un transistor, et il le vend pour $1 million, tu vois. Ce qui correspond peut-être maintenant à genre $10 millions, et il a genre 19 ans, tu vois. Donc c'est assez fou quand il pense. Et le cas le plus intéressant peut-être c'est Travis, parce que Travis, moi j'ai toujours idée que c'était un peu un mec un peu un bourrin, tu vois, un peu un bro, tu vois. Et en fait non, pareil, en fait c'était il a gagné des concours de maths en Californie, ce qui est quand même très haut niveau. Il a pareil un score SAT quasi parfait à 1580. Donc c'était aussi un petit génie, quoi. Alors que pourtant on l'a beaucoup vendu, je trouve, comme étant un mec un peu idiot, un peu un bro. Ensuite, un autre truc qui m'a marqué, c'est la volonté très forte d'être reconnu. Et aussi, en fait, ils ont ce qui serait presque l'opposé du syndrome d'imposteur. Ou syndrome d'imposteur, en fait, t'as l'impression que toi, t'es pas à la hauteur du rôle qui t'a été donné. Alors qu'eux, c'est à l'inverse, en fait. C'est plutôt, ils ont ce sentiment qu'en fait, ils valent beaucoup plus que le rôle qu'on leur donne, tu vois. Et en fait, il faut juste qu'ils rattrapent ça, tu vois. Est-ce que ça te parle, ça? Parce que moi, c'est un truc qui me parle pas mal, en fait. J'ai un peu ce côté-là aussi, je pense, tu vois. Ouais, moi, ça me parle carrément. J'ai toujours l'impression que, ah merde, je devrais faire plus que ça, tu vois. Normalement, je suis mieux que ça, je suis meilleur que ça. Je suis plus bon que ça. Toujours, quoi. Ouais, est-ce que t'as déjà le syndrome d'imposteur? Moi, ça m'existe. Enfin, moi, c'est un truc, les gens en parlent, je comprends pas, tu vois. J'ai du mal à comprendre vraiment ce sentiment. Donc, je pense que ça doit être un signe, peut-être un complexe de je sais pas quoi, mais dans tous les cas, c'est un peu ça. Bill Gates, il était très attaché au fait d'être un prodige, en fait. Parce que notamment c'était un des meilleurs développeurs très jeunes et donc il était très attaché à ça et à la perception son bouquin est assez intéressant parce qu'en fait vu que c'est une autobiographie il peut te retranscrire ses sentiments à l'époque, tu vois.
Et vraiment, c'était un peu, il voulait être reconnu, quoi. C'était un truc qui comptait beaucoup pour lui. Euh, Bernardo, il était obsédé parce qu'après, ça compte sur lui. Et peut-être qu'il est toujours. Et il voulait contrôler. Donc, pareil, ça montre ouais, ça montre que c'est un truc qui comptait beaucoup pour lui, qu'il n'était pas indifférent au regard des autres. Euh, Massa, c'est aussi assez intéressant parce qu'en fait, c'est un descendant d'immigrés coréens. Et d'ailleurs, il a repris, en fait, sa famille était basée sur un nom japonais. Il a repris un nom coréen pour affirmer en fait qu'il vient, enfin, sa famille vient originellement de Corée. Et en fait, les Coréens, enfin, en tout cas, sa famille, vu qu'ils avaient du mal à trouver des boulots normaux, en fait, ils se sont lancés dans le business des pachinko. Euh, ça se dit comme ça, pachinko, je crois ça. Ouais, qui sont une espèce... T'es déjà rentré dans un truc de pachinko? Ouais, c'est un délire. Hein, ouais. C'est un délire. Donc c'est à peu près le seul... En gros, c'est la machine à sous version japonaise. C'est un peu le seul truc de gambling qui est légal, mais c'est partout. Donc c'est un système avec des petites billes où tu balances les billes et après tu dois les balancer dans le bon trou et après ça fait... Mais c'est purement aléatoire en fait. L'interaction est très très minime avec le jeu. C'est similaire à une machine à sous où tu fais que bouger le truc. Ça fait un boucan infernal parce que c'est des petites billes en métal qui bougent dans tous les sens. Et maintenant il y a de nouveaux pachinko qui sont électroniques qui pareil ont un volume de ouf. Mais comme t'en as 2000 qui sont les uns à côté des autres, ça fait un vacarme incroyable. Mais c'est ultra populaire. Effectivement, je crois qu'il y a un truc avec les Coréens. Il y a un bouquin, il y a un roman assez ouf qui s'appelle Pachinko. Et c'est pareil sur une famille d'immigrés coréens au Japon sur plusieurs générations. Donc, je pense qu'il y a un truc entre les Coréens et les Pachinko qui était un business qui était un peu... qui gagnait de l'argent mais qui était un peu sale, je pense. Un peu dirty, ça. C'est du gambling, quoi. Et donc, lui, il a vraiment l'idée, ça, en gros, parce que du coup, sa famille est devenue assez fortunée en 2-3 générations. Tu vois, lui, il était fils de... Enfin, son père a bien réussi un pachinko, même s'il a eu beaucoup de montée et descente. Tu sens que la personnalité, enfin, elle est un peu de famille aussi. Oui. En fait, ils deviennent riches, ils deviennent pauvres, ils deviennent riches, ils deviennent pauvres, c'est un peu le bordel. Mais lui, en fait, justement, il avait un peu ce désir de dire, je vais rentrer un peu dans la haute société japonaise, tu vois. Je vais par la grande porte. Travis, ce qui est intéressant, lui, c'est que justement, sa première boîte, c'est vraiment un échec parce qu'en gros, il avait fait un concurrent à Napster et il s'était fait en gros avoir par un de ses investisseurs. Et du coup, c'est même passé, même après sa seconde boîte. En fait, c'était une semi-réussite. Il a travaillé, je crois, pendant 10 ans. Il l'a vendu genre pour 15 millions. Et pareil, tu pourrais dire, bah, t'as quand même bien réussi, toi. Au final, t'as fait ce que tu voulais. Peu de gens arrivent à cet outcome-là. Mais lui, en gros, il était dégoûté, tu vois. Pour lui, il valait beaucoup plus que ça. Et donc, c'est pour ça que le projet d'après, il est parti sur Uber. Il voulait faire le truc qui allait tout défoncer, qui était un peu à la hauteur de sa perception de lui-même, quoi. Un autre point aussi intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, ils combinent deux traits qui peuvent paraître un peu contradictoires. C'est qu'ils sont tous très émotionnels, mais aussi très résistants au stress, tu vois. Pareil, Bill Gates, ça me rappelait un peu Steve Jobs dans la façon dont il parle lui-même, où en fait, il passe son temps aussi à pleurer et à s'énerver, tu vois. Tu vois, c'est rare dans l'environnement de travail. T'as déjà vu des gens qui pleuraient, qui crient, c'est pas si courant que ça, tu vois. Ouais, mais lui, en gros, j'ai l'impression que chaque jour, il s'engueulait 5 fois et il pleurait 5 fois, tu vois. C'était vraiment un roller-coaster émotionnel. Et notamment, sa phrase préférée qui disait qu'il pouvait dire pareil 10 fois à une réunion, c'est "This is the stupidest thing I've ever heard", tu vois. Et en gros, il regardait un mec et il lui disait ça, tu vois, un employés, tu vois. Et moi, j'ai du mal à m'imaginer, enfin, moi, tu vois, le niveau de pincette que je dois mettre quand même quelqu'un dit un truc stupide, c'est c'est bien proposé, mais et c'est quand même fort qu'à chaque fois les mecs disent un truc encore plus con que tout ce qu'il a entendu dans sa vie, quoi. Donc il continue à monter les enchères. C'est incroyable quand même. Ça s'arrête jamais, toi. Objectif. Mais donc ça, c'est Bill Gates. Bernard Arnault aussi, on a un peu l'impression de quelqu'un qui est très froid, mais pareil, il rentrait dans des grandes colères, il pouvait être très 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 brut et les choses du très à cœur. Massa, c'est encore un peu différent. Parce que j'ai l'impression que tu trouves pas d'exemple où il s'énervait, où il se mettait en colère. Par contre, il est très exubérant. Toi. Il s'excite pour tout. Il fait des investissements en 10 minutes. Il a un côté vraiment... tu vois, il fait ses investissements basés sur ses émotions propres, tu vois, pas de façon très rationnelle. Et par contre, vraiment, honnêtement, sa biographie à lire. Parce que lui, au niveau de résilience, en fait, il a une grosse maladie dans sa vingtaine, je crois, une sorte d'hépatite B, où en gros, il passe quelque chose d'absurde comme 6 heures à l'hôpital par jour. Et il cache ça. Et il arrive à blinder son travail à côté. Et en plus, pour le coup, on lui donnait genre 2 ans à vivre. Et c'était tu vois, il allait mourir, toi. Et lui, il a continué comme si de rien n'était, ce qui est assez impressionnant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc a été guéri? Il y a une avance scientifique? Je me souviens plus exactement, mais effectivement, il s'en est sorti au bout d'un moment. Okay. Et en plus, c'était une maladie aussi qui normalement, de toute façon, au niveau de l'énergie, devait le peser. Et à ce moment-là, en plus, la boîte peut rater de l'argent. Enfin, tous les trucs, tu dis, putain, en fait, c'est un coût à s'écrouler, tu vois.
Et lui, il a une sorte de résilience un peu étrange, qui est presque pas tellement combatif, tu vois, qui est un peu presque joie de vivre, tu vois. C'est assez particulier. Honnêtement, Massa, psychologiquement, c'est un peu une énigme pour moi. Mais même Aussi. ses résultats, son business est assez étrange. C'est que à chaque fois que tu lis un truc sur lui, tu as l'impression que, ok, il y a un mec qui est venu le voir 10 minutes, il lui a filé 50 milliards. C'était truc avec Uber, il était énorme sur WeWork. Et le mec de WeWork qui vient le voir, il dit, ok, je pense que ma boîte, elle peut faire 100 millions. Et Massa, il lui fait, non, elle peut faire 12 milliards. Vas-y, prends de l'argent. Et t'entends que des histoires comme ça. Et à un moment donné, tu te dis, mais comment en fait il a encore de la thune? Est-ce que t'entends en fait, il fait des coups et ça marche. Bon, on en reviendra dans une partie où, en fait, chacun de ces gars-là, en fait, on misait sur une grosse thèse. Et en fait, la thèse de Massa, elle a très bien fonctionné pour lui, malgré les erreurs, en fait. Ouais. Et aussi, le cas, pendant le dot-com crashé, brièvement, en 99, du coup, 2000, c'était l'homme le plus riche du monde. Et il a genre perdu 70 milliards en un mois, tu vois. Et pareil, tu pourrais dire, bon, bah, tu te dis, c'est un peu mal au moral, tu vois. Mais en fait, le mec, il a continué après, tu vois, il a pas arrêté. Il s'est pas dit, putain, Ouais. je me suis fait cramer une fois, je vais faire gaffe. Non, il est reparti à fond. Et pareil, enfin, il a pris des niveaux de dette qui étaient absurdes. Genre des dettes qui montaient à 10 fois la valeur de sa boîte. Enfin, des trucs où, en fait, où en fait, il arrivait à mettre en concurrence les banques, mais chaque banque pensait, c'est moi qui vais récupérer la boîte, c'est encore qu'on ne pourra plus payer parce que ça va Ok. finir par cracher, quoi. Euh, et même, effectivement, le Vision Fund, le WeWork, tout ça, on se fout de sa gueule, tu vois. Et lui, ça ne semble pas vraiment l'affecter, le fait qu'on se fout de sa gueule. Et au final, c'est intéressant, le Vision Fund. Alors, c'est quand même pas un très bon résultat, parce qu'en gros, c'était environ 100 milliards. Et maintenant, ça vaudrait. Parce qu'après, il a refait encore un autre de 40 milliards. Et maintenant, tout le fund vaudrait 160, 70 milliards. Ce qui, vu qu'il a ouvert le premier en 2017, c'est pas un bon résultat, parce qu'en termes d'intérêt compounding, c'est pas fou. Par contre, pour l'instant, il n'aurait pas perdu d'argent, tu vois. Et Ok. potentiellement, il a quand même des investissements intéressants qui vont peut-être encore grossir dans le futur. Donc, si ça se trouve, dans 5 ans, on pourra se dire, en fait, son Vision Fund, il a très bien fonctionné. Euh, Tu sais quel est son plus gros investissement actuellement? c'est une bonne question, je ne suis pas sûr. Non. Ok, on va regarder. Je suis pas sûr ce qui est le plus gros actuellement. Euh, et le dernier, c'est Travis. Oh, lui, il est extrêmement émotionnel, mais c'est pareil, en fait. Il se fait jarter d'Uber. Et tu pourrais dire, bon, bah, toi, tu travailles 10 ans de ta vie sur un truc, tu donnes tout ce que tu as et tu te fais jarter par ton propre board, par tes propres investisseurs. Et dans l'année, il a enchaîné avec, je crois, c'est Cloud Kitchen, un truc comme ça. Je sais pas, et je crois que ça fonctionne pas mal. Euh, mais donc, il a pas perdu de temps pour repartir. Euh, et ça mène sur le point après. En gros, ce qui me fascine, et du coup, je me demande si toi, tu en as une de thèse, et moi, du coup, je me suis questionné, c'est quoi la mienne? Mais en fait, ils ont chacun une thèse centrale sur laquelle ils ont tout parié. Tu vois. Euh, Bill Gates, c'est fondamentalement, il a compris que le software allait dominer. Ce qui n'était pas une pensée classique à l'époque, parce qu'à l'époque, on pensait, en gros, le software, c'était gratuit. Ce qui compte, c'est le hardware, le physique. Là, tu peux le vendre en magasin, là, c'est du vrai truc. Toi. Le software, ça va être un truc fait par des hobbyistes ou proposé directement par le fabricant, mais c'est un peu un bonus. Tu vois. Non, lui, il a pensé, le software va tout défoncer. Et donc, en fait, si je m'accroche à cette vague-là, ça a très bien fonctionné pour moi. Donc c'était le concept en fait ici de la plateforme que si tu pouvais avoir le système d'exploitation, tu étais la plaque tournante dont tout le monde allait avoir besoin. Et que si tu avais un système d'exploitation qui était partout, en fait le hardware devient une commodité parce que n'importe quel ordi peut faire tourner les mêmes programmes, donc il n'y a plus trop de valeur. Alors que si ton ordi n'a pas Windows, t'es foutu quoi. Donc c'était eux qui faisaient le lien. Et d'un autre côté, tu fais du software, tu es obligé de le faire sur Windows. Donc c'est eux qui sont sur le point de levier où ils peuvent accumuler toute la valeur. Un peu finalement la position que Google avait réussi à avoir au départ sur le web. Quoi. C'était, pour te faire trouver par des clients, tu étais obligé de passer par Google. Et si tu étais client et que tu cherchais des sites web, tu étais obligé de passer par eux. Donc ils pouvaient prendre une rente entre les deux. Assez ouf. C'est ça. Et encore une fois, quand tu lis vraiment l'époque, c'était pas du tout intuitif que. Enfin, Ouais. les développeurs, c'était considéré un truc un peu à la marge, un truc d'hobbyiste, mais que c'était pas bien sérieux, quoi. Et tous les investissements, toutes les grosses boîtes à ce moment-là étaient encore dans le hardware. Il était vraiment au tout début du software. Euh, Bernard Arnault, c'est peut-être ce que j'aime bien, c'est que c'est peut-être la thèse la plus évidente quand il repense. Mais en gros, lui, il avait deux trucs. C'est que, un, les marques de luxe, ça se modifie avec le temps. En fait, que plus t'es vieux, plus t'as de caché. En fait. Plus t'as d'histoire, plus t'as de caché. Mm. Et qu'en fait, tu peux techniquement créer une nouvelle marque de luxe, mais ça va être beaucoup plus compliqué que si c'est quelque chose de. Et je pense, il y a d'ailleurs des trucs à faire. Je pense c'est des vieilles maisons françaises, tout même des brevets, pardon, des brevets, des trademarks, comment on appelle, des noms de marques qui ont expiré, que tu pourrais reprendre. Tu vois, il y a des trucs à faire, je pense, autour de ça, autour du luxe, de la beauté, de la cosmétique, tout ça. Même la décoration intérieure. Il y a plein de trucs à faire.
Mais lui, voilà, c'est ce qu'il a compris, c'est qu'en gros, les marques de luxe, ça va prendre que de la valeur avec le temps. Et aussi qu'en fait, et pour le coup, c'est que la clientèle augmente beaucoup avec l'Asie, en fait. En fait, en réalité, la croissance du luxe sur les 30 dernières années, c'est quasi entièrement la Russie, l'Asie. Au début, le Japon, puis ensuite, beaucoup la Chine, Corée, ainsi de suite. Et donc, en fait, rien qu'avec ça, en fait, tu t'achètes une marque de luxe, tu la gères pas trop mal, et en fait, elle a tendance à plutôt grossir, quoi. Alors, Massa, c'est le truc c'est le pari comment dire, le plus simpliste possible et qui fonctionne. En gros, lui, il a dit, la technologie va tout changer. Toi, en fait, la technologie fait qu'avancer. Il faut juste être sur la prochaine vague technologique et aller all-in, tu vois. Et en fait, tu sais pas quelle balle va fonctionner, pas quelle balle va fonctionner. Mais en fait, effectivement, quand tu vois, je sais pas combien ça représente de la capitalisation boursière, Amazon, Google, Apple, Microsoft et Meta, mais c'est bien disproportionné, tu vois. Donc lui, en gros, il dit l'essentiel de la valeur, elle va aux boîtes qui en fait bénéficient le plus de la nouvelle vague technologique. Et en fait, quelle que soit la vague technologique, je me mets dessus, toi. Donc un peu le ride sharing, il a été très fort là-dedans. Maintenant, il est à fond sur l'IA. Avant, il a été très gros sur. Par exemple, il était sur Alibaba pendant un moment. Il était sur Didi aussi de mémoire. Mais donc en gros, il se prend pas trop la tête. Il dit, ok, c'est quoi la grosse vague qui arrive? Je me mets dessus à fond. Et d'ailleurs, il y a une autre boîte qui s'appelle Tiger Global qui avait un peu cette stratégie-là aussi. Je pense que cette stratégie, c'est un peu partiellement cassée à deux moments. Un, c'est forcément pour un dot-com bubble parce que les valuations étaient devenues délirantes et un peu aussi en 2021. Je pense que c'est exactement la même logique. C'est un moment, il y a trop de vide par rapport à ce que tu investis. Mais encore une fois, il vaut quand même 100 milliards toujours, donc il est pas trop mal le Massa. Donc les plus gros investissements du Vision Fund actuellement, c'est ByteDance, donc c'est eux qui ont développé TikTok. TikTok, pas mal. Databricks, ça je crois que c'est un truc d'infrastructure, de serveur, de machin, c'est au-delà de ma connaissance. Et OpenAI, donc c'est pas, il y en a au moins 3 gros winners, quoi. Ce qui est assez fou, en fait, parce qu'en fait, il a bombardé dans tous les sens. Tu vois. Encore une fois, lui, il se dit qu'il y a une vague. En fait, si ça te coûte 100 milliards d'acheter la vague, mais que tu sais, dans 10 ans, elle voudra 1000 milliards, en fait, tu t'en fous de quelle partie de la vague va cracher, quelle partie va monter. Tu vois. C'est un peu ça l'idée. C'est en gros, tu mises sur tout le truc et tu dis ça a fonctionné. Effectivement, tu investis en software dans les années 90, tu pas trop de foirer. Toi, Internet, 90-2000. Et maintenant, lui, il pense que notamment, c'est l'IA qui va tout prendre à terme. Et le dernier, c'est Travis, où c'est un peu la plus. Lui, en fait, il a compris assez rapidement qu'avec l'arrivée de l'iPhone, il y avait un truc à faire. En fait, qu'il y avait une frustration, que c'était un marché énorme, les taxis qui étaient très mal foutus. Et donc, lui, il a un peu fait le rapprochement. C'était pas le premier non plus à y penser. Il y en avait plusieurs en même temps qui ont commencé à aller dessus. Une fois qu'il y avait le GPS et la capacité, encore une fois, avec l'iPhone, d'avoir un vrai écran, tout s'est un peu mis ensemble. Et je me demandais, du coup, est-ce que toi, t'as une thèse, en fait, une thèse sur laquelle tu parierais toute ta carrière? Je pense pas. Je pense au contraire que, tu vois, je suis un peu en mode... je sais pas si je vais toujours continuer à faire ce que je fais. Tu vois, est-ce qu'il faut que je change Donc moi, je dirais pas que j'ai une thèse très claire aujourd'hui. En tout cas, pas une thèse, tu vois, dans laquelle... Je pense qu'il y a peut-être une thèse implicite dans ce que j'ai fait, mais pas une thèse sur laquelle, explicitement, je me dirais, je vais tout miser là-dessus. Toi, t'en as une part. Est-ce qu'il y a pas la thèse qu'une partie de l'éducation sera de plus en plus hors du système scolaire et où tu considères que c'est pas assez fort ou c'est pas assez clair Si, mais tu vois, dans quelle mesure est-ce que c'est la thèse sur laquelle je parie versus dans quelle mesure est-ce que c'est une tendance de fond Tu sais ce qu'il y a, ouais. tu vois, dont j'ai bénéficié, tu vois, est-ce que c'est vraiment une thèse? Est-ce que j'ai envie de tout miser là-dessus? En fait, tu pourrais dire, tu vois, que si je misais plus explicitement sur cette thèse en me disant, OK, l'éducation, qu'est-ce qu'on ferait? Potentiellement, je réfléchirais très différemment à ce que je fais, en fait. En me disant, OK, quelle est la manière la plus directe et la plus efficace de capitaliser là-dessus? Et je pense pas que ce que je fais actuellement est la manière la plus directe ou la plus efficace de capitaliser là-dessus. Peut-être quelque chose plus du type Alpha School, en fait. Là où, en fait, il y a masse d'opportunités de faire des trucs de ce type-là, de créer des nouvelles écoles, etc. Surtout si tu habites à l'étranger et que, essentiellement, c'est dérégulé. Et si tu peux trouver des gens qui sont prêts à envoyer leurs enfants chez toi, tu peux monter des nouveaux modèles d'éducation qui peuvent potentiellement ensuite se scaler, se franchiser à travers le monde. Tu vois, c'est là où je me dirais que si c'était vraiment ça la thèse, et je pense que je ferais les choses différemment. Au départ, c'était plus clair, tu vois. Parce que moi, quand j'ai commencé, je suis allé all-in sur YouTube en 2016, à une époque où, pour le coup, il y a peu de gens étaient all-in sur YouTube dans mon milieu, tu vois.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, ça a encore du sens de dire, je pense que YouTube, c'est un excellent canal pour monter une audience? Non, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu évident. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, alors, je pense que ça leur apporte deux choses, c'est avoir cette conviction très forte. Une, bah, c'est la conviction interne, où en fait, si t'es un peu en mode. En fait, tous les gens ne voient pas, mais c'est évident, toi, ils sont tous cons. Euh, et l'autre, pareil, Je c'est pense un qu'il y a un truc truc, en fait, où la thèse peut être évidente, mais peu de gens la poussent sur ses conclusions. Je pense que ça, c'est un autre élément qui est énorme. Tu vois, tout le monde te dit, ouais, évidemment, l'IA, ça va être gros. Et la plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Bah, du coup, ils continuent un peu comme ce qu'ils allaient faire, tu vois. Ou évidemment, tout le monde disait, bon, l'iPhone, ça va être gros et tout le monde va avoir un iPhone. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de Apple va monter ses parts, tu vois. Et il y a des gens qui vont pousser le truc au bout et ils se disent, ok, bah, si les gens sont toujours sur l'iPhone, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente? Et en fait, ça t'amène sur, je sais pas, Instagram, tu vois, qui est un autre grand gagnant de ça, quoi. De te dire, ok, bah, du coup, les gens vont prendre plus de photos avec leur téléphone, il faut qu'ils en aient droit pour les poster. Et tu déroules tout le truc. Donc je pense que le fait de voir un truc où tout le monde est d'accord, et être capable de tirer les conclusions et de dire, ok, vraiment, si ce truc-là est vrai et si j'y crois à fond, qu'est-ce que je devrais faire et comment est-ce que je capitalise de la manière la plus directe? Et ça joue énormément. Versus, tout le monde le sait, mais du coup, ça semble un peu cliché, tu vois. Et aussi, je veux pas non plus faire penser que genre, ça veut dire qu'il n'y avait pas de concurrence, tu vois. Non, en fait, ils n'étaient pas à avoir cette conviction, tu vois. Bill Gates Software, bah, dans les années où il a créé, il y a eu des milliers d'entreprises de software qui se sont développées et ils ont juste été les meilleurs. Euh, Bernard Arnault, pareil, toi, très rapidement, il s'est frité avec Pinot pour s'acheter des marques de luxe. Et maintenant, les valos des marques de luxe, il a racheté des marques de luxe récemment à des valos assez élevés parce que c'est intégré qu'une marque de luxe, voilà, ça se bonifie avec le temps. Et ils ont des price to earning très élevés. Pareil, Massa, l'idée, ouais, Internet, ça a changé le monde. Et c'était pas le seul à l'avoir, toi. C'était pas le seul investisseur à parier. Et pareil, Travis, en fait, en même moment où il y avait Uber, il y avait Lyft. Ensuite, il y a eu Didi, Grab, toi, c'est pas comme si non plus. En fait, ils ont parié sur une grosse trend et ils ont été les meilleurs, toi. Ce qui est quand même la seconde partie est aussi important. Et c'est pareil pour l'IA. Actuellement, tu pourrais faire un truc dans l'IA. Il y a des milliers de personnes, il faut que tu sois le meilleur, toi. Faut que tu sois le meilleur, effectivement, que tu dises que potentiellement, ça va être encore 100 fois plus gros que ce que c'est maintenant. Euh, Ce qui est, je pense, aussi plus compliqué, parce que je pense que maintenant, les trends, comment dire, se distribuent plus rapidement qu'avant, peut-être. C'était un autre truc, c'est que, par exemple, le software, ça, par exemple, le software, c'était un truc qui existait déjà, qui était de niche aux États-Unis longtemps avant. Et en fait, ça s'était développé un peu partout dans le monde. Et donc, en réalité, déjà, il n'y a quasi aucune boîte de software qui s'est développée hors États-Unis sur genre, les 5-10 premières années, tu vois. Et même là, en fait, c'était un microcosme. Et donc, tu es un peu protégé d'une concurrence mondiale, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Euh, mais du coup, moi, je me suis posé ces questions parce que aussi, j'ai pas eu de résultats, enfin, de réponses évidentes sur quelle était ma thèse. Je pense aussi que j'ai une thèse un peu implicite, un peu comme toi. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'e-commerce va quand même continuer à grossir avec le temps. Actuellement, la seule limite à la croissance du e-commerce, c'est que les produits sont moins chers en hypermarché, la plupart des produits. En fait, à cause de la livraison, toi. Le last mile, il coûte trop cher pour qu'en fait, du papier toilette, sauf si souvent ce n'est pas Amazon, mais du papier toilette, soit moins cher sur Amazon que au Carrefour. Mais potentiellement, tu as quand même deux mouvements qui devraient arriver normalement à terme. Un, c'est le plus certain, c'est la conduite autonome, qui fait que la livraison last mile peut baisser de beaucoup. Et même potentiellement drone, pareil, sur les régulations. Mais si ça arrive, pareil, ça va coûter très peu cher en fait. Parce que je ne sais plus c'était quoi la stat, mais en gros, il y a 90% des logements, je crois, je sais plus si c'était en France, je pense que c'était en France, peut-être en Allemagne, qui sont à moins de genre 50 km d'un entrepôt Amazon, tu vois. Donc à terme, si ça peut aller très vite. Et donc s'ils arrivent à tirer ces prix de livraison, ce last mile, vers le bas, les gens vont faire que se faire livrer, vont aller encore moins au magasin. Et donc ça va encore grossir. Et qu'aussi, donc sa thèse, c'est qu'Amazon va grossir et que dans l'e-commerce, pardon, que e-commerce va grossir et qu'au niveau de l'e-commerce, Amazon, ils vont continuer à dominer. Parce qu'en fait, je vois pas de scénario. J'ai quand même pas réfléchi comment actuellement un nouveau entrant peut vraiment concurrencer Amazon, tu vois. Parce que établir le réseau logistique physique, toi, tu as peut-être des Walmart, ils font vraiment un très bon truc, ils peuvent en sortir, toi, mais autrement, ça me paraît quand même très dur à se mettre à niveau. Ça coûterait dizaines de milliards pour même avoir une chance d'entrer en compétition avec Amazon. Et donc, je me dis, bon, si le commerce va grossir, Amazon va dominer. Je suis pas au plus mauvais endroit, tu vois. Si on est les meilleurs pour vendre sur Amazon, normalement, on surfe sur une vague qui nous porte. Donc, c'est un peu ma thèse actuelle, mais j'en suis pas totalement satisfait non plus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peu... Après, c'est un peu presque une thèse parasite, tu vois. Dans le sens où, en fait, t'es un peu un mollusque sur la baleine et qui essaye de
d'en profiter. Mais de la même façon, en réalité, même... Et ça va contre ton anti-syndrome de l'imposteur où tu dis en fait, mais non, c'est moi qui il faut que je sois PDG d'Amazon, de quoi on parle. C'est ça, quelques années seulement. Mais en même temps, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois que c'est un peu le cas partout, toi. Bill Gates, en fait, ce qui a permis le software, c'est qu'en fait, il y a eu des avancées hardware, notamment l'Alter à l'époque, qui ont permis de le lancer. Et même Travis, encore une fois, avec Uber, c'est en fait l'iPhone qui a débloqué, tu vois. Donc, généralement, c'est comme il y a aussi cet aspect, en fait, soit tu offres la plateforme. En fait, c'est presque intéressant parce qu'en fait, ils ont utilisé une plateforme pour devenir une plateforme, tu vois. Il y a un truc marrant là-dessus. Et même Uber, tu vois, ils ont utilisé la plateforme de l'iPhone pour devenir la plateforme Uber Eats pour les restaurants, tu vois. Il y a un truc, il y a un truc intéressant à ce niveau-là. Il y a plusieurs layers. Ensuite, un truc qui était marquant aussi, c'est la vision très long terme qu'ils ont. Bill Gates, en fait, chaque année, il présentait son plan sur 20 ans. Et donc, il le renouvelle à chaque fois. Et notamment, il a écrit un livre en début des années 90, ou peut-être fin des années 80, je ne suis plus trop sûr, mais justement en disant que l'Internet avait tout changé. Il était assez en avance là-dessus. Il appelait ça l'Information Highway. Et en fait, il voulait qu'au lieu de l'appeler Internet, on utilise son nom d'Information Highway. Mais c'est jamais passé. C'est jamais devenu le terme populaire. Bernard, je pense que Lux, forcément, il y a une vision long terme de dire qu'en fait, avec le temps, ça va se bonifier. Alors là, Massa, il gagne le truc. Lui, il fait des plans sur 300 ans. Et c'est pas une blague. En fait, il fait vraiment des plans sur 300 ans. Ce qui est marrant, parce qu'en plus, il fait des investissements vraiment sur des trends de maintenant, tu vois, genre Uber, OpenAI. Enfin, c'est quand même des éléments où, en gros, ça doit pay off d'ici 10 ans, quoi. Il y a peu de chances que... C'est pas exactement comme acheter Louis Vuitton où tu dis, il y a un monde où dans 300 ans, Louis Vuitton, ça existe toujours. Le monde dans lequel Uber, ça existe toujours, est plus dur à voir. Mais en fait, je pense qu'il est intéressant avec lui, c'est quand ses plans sur 300 ans, il le fait depuis très longtemps, tu vois, depuis qu'il a cette vision un peu, toi, un truc comme ça. Je pense, de un, ça parle peut-être plus au Japon que toi en Europe ou aux US. Il y a potentiellement l'idée, voilà, c'est en continuation. Et aussi, je pense que finalement, ça parle assez bien à ces nouveaux investisseurs, parce que ces investisseurs, c'est les pays du Golfe. Donc, tu as l'Arabie Saoudite, je sais pas si le Qatar ou ils sont Dubaï, enfin, voilà, le Koweït, peu importe. Et en fait, pour avoir l'argent, il va voir directement les princes et les rois locaux, quoi. Et je pense l'idée, en gros, sur 300 ans, il y a un côté où, pour eux, c'est un côté grandiose qui, je pense, leur suscite une réaction. Ouais, et le fait, par exemple, que ce soit le plus gros fonds de tous les temps, 100 milliards, en fait, c'est là, en fait, je pense qu'il est bon pour cultiver le bon message pour la bonne audience, quoi. Et Travis, en fait, lui, il a vraiment l'idée, au bout de la seconde année, en gros, il avait fait une charte, un peu, tu sais, presque comme une charte de Disney, tu sais, où il y avait un peu tout le truc avec les parcs Disney, les films Disney. Et lui, en fait, il avait vu l'Empire Uber. Et en fait, pour lui, il voulait devenir logistique mondiale, toi. Et notamment, ce qui est assez fou, c'est qu'ils avaient commencé le self-driving en 2014. Donc, c'est très tôt. Et ils étaient en avance là-dessus. En fait, ça aurait pu être un truc incroyable. Mais je pense que le self-driving, ça a constamment pris beaucoup plus longtemps que ce que tout le monde attendait. Ça fait 10 ans qu'ils ont l'impression que qu'ils y sont presque, quoi. Et c'est vrai qu'Uber a investi tellement de thunes dessus, mais au final, ils ont pas réussi à aller au bout du truc, mais ça aurait pu effectivement être un coup incroyable, quoi. Si tu jump de Uber sur on devient le self-driving, c'est un très très bon mot. Bah, pour moi, c'était le leader parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont débauché, du coup, en 2014, un mec qui travaillait, le mec qui menait ça chez Google. Et il touchait genre 1 ou 2 millions par an, toi, donc très impayé. Mais en lucro, lui, c'était pas assez. Lui aussi, il n'avait pas le syndrome de l'imposteur. Et il a dit, bon, bah, attends, je vais me faire recruter par Uber. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y allait, mais de façon. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris tous ses dossiers, il a tout cherché sur son PC, et il s'est pointé chez Uber, et il a tout refait pareil, tu vois. C'est comme un niveau de foutage de gueule assez incroyable. Entre deux, en fait, c'est ça ce qui est marrant, c'est qu'il a quitté Google, il a créé sa propre boîte pendant genre 1 mois, et il a revendu cette boîte à Uber, tu vois. Le truc à peine déguisé. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il l'a vendu, je sais pas pour combien, mais il se fait des dizaines de millions. Et au final, Google a fait un procès à Uber. Uber a perdu le procès et a dû payer à Google. Mais lui, il n'a jamais rien dû payer en retour. Toi. Lui, il est parti avec l'argent tranquillement. Mais donc, ouais, ils étaient très en avance là-dessus. Et effectivement, en fait, c'est mort parce que lui, vu que c'était Uber, Travis qui poussait le truc, une fois qu'il s'est fait virer en tant que CEO, en gros, ils ont décidé de ne pas le faire au final. Mais potentiellement, à l'heure actuelle, il pourrait être dans les premiers, enfin, mener le truc. Surtout, je pense que tout ce qui est livraison, il y aurait des trucs à faire. Toi, il y a des trucs un peu moins dangereux. Je sais pas. Toi, t'as jamais été à San Francisco pris de Waymo ou autre, non? Non, tu l'as fait? Non, j'ai jamais fait, mais j'ai eu des gens qui m'ont parlé. Apparemment, c'est assez fou à quel point ça te paraît naturel. Et donc, je pense qu'une fois que ça va atteindre une certaine taille critique, ça va exploser. Et pour le coup, en termes de nouvelles vagues
nouvelle vague à anticiper et de grandes trends. Enfin, c'est assez fou de penser à tout ce que ça pourrait changer, quoi. Ok. Ensuite, on a le concept que j'aime bien, ce qui est de micromanager at scale. Donc, micromanager à l'échelle. Et donc, ils ont ce côté, en fait, de temps en temps, ils vont très très profond sur un sujet, de façon presque irrationnelle, tu vois. Et je pense qu'en réalité, c'est un peu c'est pour envoyer un message, toi. C'est qu'à tout moment, je peux creuser très profond, toi. Plutôt qu'être un peu toujours superficiel ou à moitié regarder, mais pas vraiment regarder. En fait, c'est des fois, soit ils y vont, soit ils y vont pas, tu vois. Mais ils créent un peu cette séparation. Notamment, tu as Bill Gates qui pouvait s'enfermer et passer 10 heures d'affilée à lire le dernier code de Microsoft Excel et à prendre des notes et être vraiment très descriptif, comme la version d'après, dire je vous fais confiance, les gars, allez-y, tu vois. Il y avait un peu ces deux modes-là. Bernard, il est connu pour visiter tous les magasins. Je crois qu'il fait un truc absurde comme un magasin par jour. Et donc, il vole dans tous les sens. À mon avis, cette taxe carbone à lui, c'est quoi son empreinte carbone, elle est pas folle, quoi. Mais, et de ce que j'ai compris, en fait, quand tu lis un peu des profils sur lui, c'est que j'ai l'impression qu'il cherche toujours un peu un truc, tu vois. C'est en fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'il trouve un truc. Et l'idée, c'est que déjà, bon, tout le monde est prêt parce qu'à n'importe quel moment, le jet de Bernard, il peut arriver et arriver sur ton petit magasin et du coup, t'as intérêt à tout le monde être bien. Parce qu'il annonce pas, tu vois, il peut se pointer à Séoul et le lendemain être à Paris. Mais aussi, du coup, ça donne, comment dire, en fait, vu il fait quasiment un magasin par jour, en fait, il a fait tous les magasins LVMH. Et donc, chaque personne peut se vanter, chaque employé LVMH en magasin, en tout cas, peut se vanter, j'ai croisé Bernard Arnault, toi. J'ai l'attention personnelle de Bernard Arnault, toi. Ce qui, encore une fois, peut avoir une valeur énorme, toi, d'avoir communiqué directement avec lui. Et donc, pareil, Bernard Arnault, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est en gros, il gère pas trop les marques de très près. Toi, il y a un DG et il y a un directeur créatif. Lui, il est au niveau de la holding, il y a genre pas grand monde, je crois. Littéralement, il y a 200 personnes dans le groupe, je crois, un truc comme ça. Et après, c'est géré. Et par contre, il va dans les magasins, tu vois. Il fait un peu les deux extrêmes. Tu avais aussi un CEO de Disney qui faisait pareil. Michael Eisner aussi, il pouvait être très critique sur des détails très précis et en même temps laisser beaucoup de latitude. T'as Travis Kalanick qui passait les nuits à analyser les données de trajet. Donc pareil, et après prendre des notes sur ce qui a remarqué. Massa, c'est un peu l'exception où tu as l'impression qu'il s'en fout un peu. Après, il est plus investisseur qu'autre chose, même s'il a sa boîte SoftBank, mais il est quand même... Parce que aussi, une grande partie de son succès initial aussi, c'est donc les investissements qui ont bien fonctionné. Mais en fait, il a aussi pris beaucoup de trucs qui fonctionnaient aux États-Unis, il les a fait au Japon, et c'est ce qu'est SoftBank en fait. Ils ont plusieurs business autour de ça. Mais lui, c'est assez fou parce que j'ai cherché des exemples où toi, il mettait la pression aux employés autres, et en fait, il n'y a pas trop ça. Est-ce que c'est parce qu'au Japon, tu n'as pas vraiment besoin de faire ça? Donc en fait, dans tous les cas, tu vas être un peu... Si tu dis un truc qui va être fait, je sais pas. Mais encore une fois, c'est assez étrange, mais ça... Après, c'est parce que tu peux dire, c'est un truc qu'il aurait pu cultiver, mais sur 30-40 ans, il y aurait quand même des traces de ça, mais pas tant que ça. Ensuite, tu as le combo classique, qui est un peu le côté ruthless, qu'on dirait en français. Sans scrupules, sans pitié. Sans pitié. Obsessionnel et aussi assez désagréable. Désagréable dans son anglais, disagréable. Où en fait, ils n'ont pas peur du conflit. Le thème préféré de Bill Gates, c'était hardcore. En fait, il voulait qu'entourer que de gens qui étaient à fond. Et tu sens que... Et honnêtement, c'est un des rares livres où j'ai senti un peu de jalousie, tu vois. Parce qu'en fait, c'est assez incroyable cette époque. En fait, les mecs, ils étaient tous à fond. C'était tout un nouveau monde qui commençait à se créer. Et en fait, c'était les standards en termes d'éthique du travail et de compétences, c'était incroyablement élevé, en fait. Et aussi, en fait, il y avait tellement un manque de talent qu'en fait, on lui donnait... c'est son école, son lycée, qui, à 15 ans, lui a dit, bah, c'est à toi de faire le planning des classes, tu vois. De créer le software pour le planning des classes. Parce qu'en fait... toi, c'était un des meilleurs développeurs de toute sa région, quoi. Il y a Travis qui était super pumped. Donc, il disait toujours on est super pumped ou on est super pumped. Pareil, il était toujours à fond, un peu raw, un peu, je pense qu'on voit un peu le genre. Et aussi, Uber, ils ont fait un truc qui était quand même assez incroyable. Ça s'appelait Greyball, je crois, le nom du programme. C'est en fait, ils avaient ce programme Uber quand ils lançaient des nouvelles villes, ils n'avaient pas le droit de lancer, en fait. Généralement, taxi, c'est un truc protégé. Et donc, le maire ou eux ne voulaient pas que Uber se lance. Et eux, en fait, ils ne demandaient pas la permission. En fait, ils lançaient. Mais le problème, c'est que du coup, ce que faisait le maire ou la police, c'est qu'en gros, ils commençaient à commander des Uber. Et hop, l'Uber venait et lui mettait une grosse amende ou il lui faisait peur ou ainsi de suite. Tu vois.
Et donc, Trace dit, comment on peut éviter ça, tu vois. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé tout un software au sein de la... Et ce qui est fou, c'est que ça a été découvert genre 7-8 ans après, tu vois. Un software au sein de l'app qui, en gros, arrivait à deviner si quelqu'un travaillait pour le gouvernement, tu vois. Notamment, il checkait les noms, les cartes de crédit, numéro de téléphone, autre app installée sur le téléphone, toi, t'as des apps un peu du gouvernement. Et en gros, pour ces gens qui s'identifiaient comme étant Uber, en gros, ça montrait, en fait, ils ouvraient Uber, il n'y a personne, tu vois. Et ça fonctionne, en fait. C'est ça qui est assez fou. C'est que pour moi, ça me paraît comme compliqué à réaliser. Mais en fait, ça a très bien fonctionné. Et il y a plein de villes où, en gros, il y avait une incompréhension totale où, en fait, il y a un épisode où il raconte les Uber qui est là en mode je comprends pas, il y a des gens qui disent qu'ils prennent Uber, moi, il n'y a jamais rien. Et en fait, du coup, ça leur fait gagner 2, 3, 4 semaines. Et d'ici là, ça devient tellement omniprésent qu'à un moment, ça devient trop compliqué à endiguer, quoi. Et aussi, ce qu'ils faisaient notamment, c'est que s'il y avait des amendes, si un Uber se prenait une amende, ils le remboursaient, toi. Alors, en mode, t'inquiète, si tu fais choper, on te rembourse. Et ils ont fait ça d'ailleurs partout dans le monde. Paris, je sais pas si il y a des trucs un peu similaires. C'est assez impressionnant à quel point ils ont strictement rien à foutre de la loi locale. Et au final, ça a fonctionné, quoi. Une fois que c'est établi, c'est établi. Un truc aussi qui est assez évident avec tous ces personnes-là, c'est en gros, ils ont quand même une grosse capacité à entraîner les gens et à reconnaître le talent. De un, je pense que c'est parce que ils ont tous un niveau d'engagement qui est très fort et donc ils voient les gens qui y correspondent. Et donc, par exemple, quand même Bill Gates, avoir trouvé son cofondateur à l'époque, toi qui étais à même lycée que lui, c'était quand même assez fort. Et donc, tous en gros, cette capacité à très bien s'entourer. Un autre truc aussi que je pensais en lisant ces livres, c'est qu'en fait, tu peux quand même facilement te dire, il y a un peu un effet, en fait, ils avaient quand même un gros privilège, tu vois. Alors, pour Travis et Massa, c'est moins évident. Pour Bill Gates, il était quand même le fils d'un avocat proéminent de Seattle. Mais bon, c'est pas être l'avocat d'un proéminent de Seattle qui fait que tu sais développer non plus. Par contre, effectivement, il avait accès à des ordinateurs beaucoup plus tôt que n'importe qui. Et pour Berno, ce qui est intéressant, c'est que Berno, ça vaut le coup de se pencher dessus. Parce qu'en gros, jusqu'à l'âge de 35 ans, il n'avait rien fait de spécial. En fait, tu deviens d'une famille d'entrepreneurs. Tu connais un peu Bernard ou pas, son background ou J'ai lu L'Ange Exterminateur, mais je me souviens plus exactement de son background et de ce qu'il a fait avant 35 ans. Mais en gros, il allait aux US, c'est ça? C'est ça. Donc, son père a une petite entreprise de construction qui fait genre 40 millions de francs à l'époque, ce qui d'ailleurs, maintenant, équivaut à environ 4 millions d'euros, ce qui est quand même une belle boîte, mais pas non plus énorme, mais une belle boîte. Et lui, Bernard, il va aux États-Unis. Il se plante totalement. Il fait 3 projets et les 3... Mais en plus, pour des raisons vraiment de base. Il va faire de l'immobilier, c'est ça? Immobilier. Il va être développeur immobilier, ouais, ok. Ah, il se plante totalement, forage complet. Et après, c'est les années ce qui fait que 70 70, ouais. 80, parce qu'en fait, c'est quand Mitterrand est élu, il se barre, le système est arrivé. Ouais, Mitterrand élu, il dit ça, c'est la fin de la France. Sorti. Les communistes vont rouler dans Paris, il faut partir aux US. Et finalement, il part aux US et il réussit pas. Il réussit pas. Et après, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend la boîte de son père. En fait, il vire tout le monde. Et en fait, il la change parce que c'était des constructeurs immobiliers. Et il les refait en promoteurs immobiliers. Notamment, il promeut beaucoup tout ce qui est, c'est les débuts des maisons de vacances, en fait. Le concept, tu vas avoir une seconde maison. Toi, le pouvoir d'achat, tout le monde monte. Et ça semble bien fonctionner. Mais encore une fois, en gros, à 35 ans, de ce que tu peux voir, c'est qu'il vaut environ 40 millions, tu vois. En gros, il a eu la boîte, il l'a maintenue, il n'a pas fait grand-chose de fou. Et c'est là que ça rend le truc assez dingue, c'est ce qu'il a fait avec Boussac. 40 millions de francs, tu veux dire, ou 40 millions d'euros? 40 millions de francs, ce qui maintenant correspond à 40 millions d'euros environ, avec l'inflation. Okay. Avec Boussac, en fait, Boussac, c'est une boîte qui était en galère, qui perdait beaucoup d'argent, et le gouvernement l'avait mise en tutelle, un truc comme ça, et voulait s'en débarrasser. Et donc, lui, il a aidé par notamment le Crédit Lyonnais. Il a repris Boussac en promettant de virer personne, tu vois. En gros, de maintenir les emplois. Et là, c'est son génie un peu maléfique. Mais apparemment, c'est pas le seul. En fait, c'est un truc assez classique qui a été reproduit. En fait, il a copié les États-Unis. C'est dire, ok, je promets de pas virer personne. Si je promets, jurer, si je meurs, je vais en enfer, tout le truc, toi. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une usine qui perdait de l'argent. Il va pas virer les gens. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il la vend à un pote. D'accord? D'ailleurs, ce pote, il veut pas de cette usine parce qu'en fait, elle perd de l'argent. Oui, en fait, il donne des subventions à ce pote, tu vois. Donc, en fait, il lui donne de l'argent pour reprendre l'usine. Et après, ce que ce pote fait de l'usine, il est pas responsable, toi, c'est plus sa boîte. Et à un moment, lui, il a vendu la boîte, il y avait 200 employés.
si 3 mois plus tard, le pote a décidé de virer tout le monde, c'est pas lui, tu vois, techniquement. Et donc, en fait, il a fait ça à la chaîne, ce qui est quand même assez spectaculaire comme foutage de gueule. Parce qu'il y avait certaines parties de Boussac qui avaient de la valeur et d'autres qui n'avaient pas de valeur, mais on lui a dit c'est un package, il faut tout prendre d'un coup. C'est ça. Et notamment, t'avais Dior à l'intérieur, et donc lui, il avait vu Dior en se disant... ouais. Dior, c'est le truc. Et il y a deux autres auto-trois. Il y a un truc qui s'appelait Peau douce qu'il a vendu aussi pour plusieurs centaines de millions assez rapidement. Donc en fait, c'est ça. En fait, il y avait peut-être 80% de trucs qui perdaient de la thune. Il les a refilés, s'en débarrasser. Et en gros, il a gardé les 20% qui valaient du coup beaucoup plus que le prix d'achat total, quoi. Et notamment, un truc que tu vois un peu dans sa biographie, c'est un peu l'aide du Crédit Lyonnais constant. Tu vois. Le Crédit Lyonnais faisait des gros prêts. Des prêts qui étaient beaucoup plus que ce que lui pouvait apporter. Et du coup, tu as tenté de te dire, ouais, c'était un peu un truc de filou, le Crédit Lyonnais. Mais en réalité, la réalité, c'est que le Crédit Lyonnais gagnait aussi beaucoup d'argent, en fait. C'est qu'en fait, lui, il faisait des coups qui marchaient, le Crédit Lyonnais récupérait toute sa thune, il repartait sur le prochain, tu vois. Et donc, je pense que quand même, il ne faut pas sous-estimer le fait que quand tu as réussi un truc, en fait, les autres d'après, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, après son opération d'après, c'est celle sur LVMH, où là aussi, ça se lit comme un roman, en fait. C'est un truc vraiment assez passionnant. Et il a fait plein de coups comme ça, notamment alors, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais pour se reluer, donc pour remonter dans les parts qu'il détenait. Parce qu'en fait, une fois notamment qu'il a acheté LVMH, je crois à la fin de la chaîne, il y a quelque chose comme 10% de parts, tu vois. Et genre, 10 ans plus tard, il est genre 40%, un truc comme c'est ce genre de chiffres. Et tu te dis, et sans racheter de part lui-même, tu vois, donc comment il a fait, toi, par quelle magie. Okay. Et en fait, il a aidé d'autres boîtes, notamment celle qu'il a achetée avec Boussac, qui surévaluaient, qui vendaient à LVMH contre du stock option de LVMH. Et donc, en fait, comme ça, par ce mécanisme, parce qu'il postait 100% de la boîte A qui vend à la boîte B, donc LVMH, et il la surévalue. Et donc, en fait, quand elle rentre, elle vaut. Donc, en fait, il faisait ce mécanisme plusieurs fois, et il pouvait faire dans l'autre sens aussi, qui est un truc aussi que tu apprends dans Asian Goldfarmers, un autre très bon livre, où en fait, tu as quand même. En gros, tu as toujours intérêt à maximiser la valeur d'une boîte dont tu détiens 100%, comparé à une boîte où tu détiens 40%, tu vois, ou 20% ou 10%. Et si tu fais ça, en fait, tu peux faire beaucoup de choses, potentiellement. Donc, il a été assez filou là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est quand on lui a annoncé que la biographie sur lui était en train d'être écrite par ce gars, Éric Routier, qui honnêtement, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas d'autre biographie, parce qu'elle est quand même vraiment incroyable. En fait, il a fait faire une autre biographie de lui, qui s'appelle la passion créatrice, tu vois. Et j'ai commencé à la lire, et c'est le truc le plus mielleux. Alors Bernardo, comme ça, vous avez, en fait, parce que lui, en fait, il veut se vendre comme une sorte de créateur, toi, Et même ce qui est assez intéressant, c'est que ce que dit Routier à un moment, c'est que lui, il ne le considère même pas comme un entrepreneur, toi. Parce qu'en fait, il n'a jamais entrepris qui a réussi. Même des trucs fous. Mais, par exemple, Christian Lacroix. Tu connais Christian Lacroix, non? Ça me dit le nom, je connais, ouais. Mais en fait, c'est un truc qui n'a pas eu de l'argent. C'est un seul truc qu'il a lancé par lui-même. Et ça n'a pas eu de l'argent et ça a été une catastrophe, tu vois. Et en fait, en tout cas, jusqu'aux années 2000, je ne sais pas après s'il est assez différent, mais jusqu'aux années 2000, l'auteur ne peut rien trouver, aucun projet que Bernardo a mené qui a fonctionné, en fait. Ils ont tous échoué. Ce qui est assez intéressant, quoi. Voilà tout le guide ultime pour devenir trilliardaire. Est-ce que tu veux qu'on récapitule ou Déjà, faut être intelligent. Donc, si comme moi, t'as passé ton bac ES, mention assez bien, tu pars avec un déficit. Mais... Ok, donc faut être intelligent, faut avoir un anti-syndrome de l'imposteur et penser que vraiment t'es le meilleur donc, et que tu mérites beaucoup mieux. Il faut être super émotionnel, beaucoup pleurer et beaucoup crier, mais aussi résister au stress. Il faut avoir une thèse que tout le monde peut voir, mais toi, tu la vois mieux que tout le monde et tu défonces tout le monde sur ta thèse. Il faut voir sur 300 ans en faisant des plans extrêmement longs. Il faut visiter les magasins et faire chier les gens sur le moindre petit détail, mais 50% du temps, t'en as rien à foutre, et 50% du temps, tu vas aller leur dire que le truc était pas correctement aligné de 1 pixel. Il faut être sans scrupule, obsessionnel et pas avoir peur de la confrontation. Il faut y avoir beaucoup d'énergie et voilà, savoir reconnaître le talent. Et après, il faut être pote avec le Crédit Lyonnais. Ça. Après, ça peut se retrouver contre toi parce qu'il y a Tapi, il a des problèmes avec le Crédit Lyonnais. Ensuite, il faut rester dans leur bonne grâce. Parce que après, c'est un truc aussi que j'ai pas mis peut-être, mais en fait, tous, ça a une capacité pour le risque qui est assez incroyable aussi, tu vois. Même Bernardo, il s'est endetté à des niveaux absurdes. Massa, pareil, il a pris des nombres de dettes monstrueux. Travis, il a vraiment tout misé sur Uber à fond. Et Bill Gates, c'est le cas le plus intéressant parce qu'en fait, c'est le seul dont la boîte a pas eu besoin de dette. Et en fait, dès le début, ça a été rentable de port, quoi. En fait, la stat, c'était un truc. À 5e année, il dégageait genre 50 millions d'EBITDA, tu vois. Le truc absurde, toi, avec une boîte bootstrappée
Euh, donc lui, c'est un peu différent, mais tu peux quand même considérer qu'il a quand même pris beaucoup de risques. Enfin, en tout cas, qu'il a poussé fort, quoi. Et toi, sur ce niveau de risque, parce que moi, c'est toujours l'élément où je me dis, ok, je comprends pourquoi ce mec-là a fait ça, il a réussi. Mais moi, dans cette situation, c'est clair que j'irai pas sur ce niveau de risque, tu vois. Et parce que moi, j'ai vraiment ce truc de Warren Buffett où il te dit, ne risque pas ce que tu as et dont tu as Munger, besoin pour. la ruine, la C'est prison Munger, je pensais que c'était Buffett. et la mort, quoi. Ouais. Ouais, tu risques pas ce que tu as dont tu as besoin pour ce que tu n'as pas et dont tu n'as pas vraiment besoin, quoi. Et moi, j'ai un peu ce truc-là où je me dis, en fait, le pari suivant où tu vas faire, ok, on va doubler, on va remettre de la dette dessus, on va rescaler. C'est toujours l'élément où je me dis, c'est la différence entre moi et le mec que je suis en train de dire. Moi, il y a aussi beaucoup ça, effectivement. Effectivement, notamment par rapport à dette, je suis assez mal à l'aise. Et encore une fois, c'est des mecs qui sont endettés au niveau de toute valeur. Toi, ils ont pas pris un peu de dette pour faciliter. Non, ils ont pris des niveaux de dette qui étaient, si le truc foirait, c'était garantie personnelle et qu'il n'y avait plus rien, quoi. Parce que la dette, Donc c'est moi, vraiment je suis le pas ce seul tout-là. truc en fait qui peut te défoncer comme ça en fait. Parce que Mhm. si ta boîte s'écroule, tu gardes ce que tu as. Et en plus, pour que ta boîte s'écroule, tu vois, c'est vraiment. Tu vois, quel est le scénario où la boîte vraiment s'écroule et tombe à zéro. Mais la situation où tu as une dette qui est basée sur certaines projections et tout d'un coup, tu peux pas payer tes mensualités, c'est juste, tu vois, que ton truc il a pris plus longtemps que prévu ou que ton truc il a moins bien marché que prévu. Ce qui arrive en gros dans 100% des projets que j'ai fait dans ma vie, tu vois, le truc a pris un peu plus longtemps que prévu. Et s'il y avait eu dessus une dette suffisamment agressive, en fait, le truc il explose du jour au lendemain. C'est comme, tu vois, genre si tu as investi dans la bourse, euh, pour que la bourse tombe à zéro, c'est quasiment impossible. C'est la fin du monde, quoi, si la bourse tombe à zéro. Par contre, si t'as Si fait tu un leverages effet de assez, ouais. levier, si Mhm. t'as fait assez de levier, le truc peut baisser de 20% et toi, t'es wipe out, t'es à zéro, quoi. Donc c'est là où la dette, et tu vois, sur les mecs qui vont vraiment être capables de rempiler. Et à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Donc, j'ai pas parlé de ce livre parce que j'ai pas eu le temps de rédiger des notes entières, mais dans le bouquin qui s'appelle The Gambler, justement, c'est le nom sur quelqu'un qui s'appelle Kirk Kerkorian. Donc, à l'origine, c'était un mec qui avait. Son premier job, c'était. Il devait livrer les avions qui étaient fabriqués aux US et au Canada. Il devait les livrer en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, c'était des avions qui étaient là pour protéger l'Angleterre, donc ils n'avaient pas vraiment assez de carburant pour aller jusqu'en Angleterre pour traverser l'Atlantique. Donc ils avaient des mecs qui étaient des malades mentaux et il y en avait plein qui mouraient parce qu'ils tombaient à court de carburant au milieu de l'océan. C'est son premier truc. Et après ça, il avait fait une compagnie aérienne qu'il avait revendue. Et après, tout ce qu'il a fait, c'est compound dans les casinos. Donc il rachetait un casino, après il le revendait. Et il a fait. À un moment donné, c'était un des mecs les plus riches des États-Unis sur un casino à Las Vegas, quoi. C'était assez hallucinant. Parce qu'en gros, lui, il avait vraiment eu la thèse Las Vegas. Il a commencé au tout départ. Parce que sa compagnie aérienne qu'il avait fait, il y avait plein de mecs qui. Sauf ça, il était à Los Angeles. Il y avait plein de mecs qui l'utilisaient pour aller à Las Vegas. Donc, il a vu les débuts de Las Vegas quand ils ont commencé à légaliser les paris. Et ce qui est hallucinant sur ce gars, c'est que tu dis, ok, mec, t'as super bien réussi. Et il dit, non, je vais racheter. Genre, à un moment donné, il veut racheter Chrysler, quoi, une boîte de bagnole. Donc, il dit, ok, je vais mettre toutes mes actions de mon casino pour racheter Chrysler. À un moment donné, il rachète un studio de cinéma. Et en gros, il est en train de rempiler le truc en prenant des dettes qui sont énormes. Et à un moment donné, tu te dis, il y a un truc admirable sur le mec qui est capable de rempiler. Et tu te dis, dans sa situation, j'aurais jamais parce que là, c'est pas ok, c'est cool, on continue à jouer au jeu, quoi. Je suis en train de risquer tout ce que j'ai fait par le passé pour avoir le prochain niveau dont fondamentalement il n'a pas besoin, puisque à l'époque, le mec il est déjà Il n'y a pas de vrai multimilliardaire. bénéfice. Ouais. Ouais. Sauf qu'en fait, il est addict. Et c'est vrai, je pense que le Mhm. bouquin a un bon titre, tu vois, The Gambler. Non seulement il est devenu riche en partie grâce au gambling, mais lui-même, c'était un gars. Bon, lui, c'était un gros parieur au départ qui allait beaucoup à Las Vegas, qui pariait. Il y a plein de trucs où il va. En fait, il était addict au risque, justement, et à ce truc de, tu vois, high risk, high reward. Et il a fait ça toute sa carrière. Et en fait, il kiffait ça, il voulait juste rempiler. Et moi, j'ai pas trop ce truc, tu vois. Moi, le gambling, ça m'attire pas trop. Même, tu vois, d'un point de vue, les casinos, le poker et tout, ça m'a jamais trop attiré. Parce que je pense qu'il y a vraiment un truc d'aversion au risque versus des gens qui, en fait, qui surkiffent le risque, quoi. Et le risque, ça leur donne l'épice dans leur vie, C'est ça. c'est de Ça prendre les ce risque-là. excite, alors que d'autres, Ça les avoir la excite. dette sur leur cul, c'est plus, ça crée Ouais. de l'anxiété, quoi. Je pense que fondamentalement, c'est un peu ça. Et aussi, encore une fois, ça va être l'idée de quelle vision t'as de toi-même, toi. Toi, t'es un mec comme Bill Gates, en fait, il fallait aller jusqu'au bout du truc parce qu'en fait, lui, il voyait vraiment Microsoft comme étant la plus grosse boîte au monde et rien d'autre ne serait satisfaisant, tu vois. Alors que nous, je Mm. pense qu'en réalité, on se satisfait quand même de beaucoup, beaucoup moins que ça, quoi. Mm. Parlons de W Profit en 6 mois. Ouais, c'est un livre que je voudrais depuis un bout de temps, donc il faut qu'on en parle.
En fait, littéralement, le titre du bouquin, c'est Double Profit in 6 months. Moi, j'aime bien ce genre de bouquin, tu vois. En fait, ces bouquins, ça sent les années 90, tu vois. Ça sent Bernard Tapie, ça sent les restructurations, ça sent le... Il n'y avait pas de... et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'en gros, lui, ce qu'il explique en termes de culture, c'est qu'en fait, la culture, c'est rien. La seule culture qui tienne, c'est en gros, il faut que tu dises que on est tous là pour faire un maximum de bénéfices. Tu vas pas te cacher derrière quoi que ce soit d'autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu de boîtes qui sont prêtes à assumer l'idée, on essaie de faire un maximum de bénéfices, tu vois. Non, il faut toujours qu'il y ait des raisons autres. Ou alors qu'en fait, les bénéfices, c'est juste le résultat de la mission qu'on remplit auprès de machin truc, tu vois. Mais lui, il dit, non, en fait, les employés sont pas capables de comprendre. Surtout si ces bénéfices, c'est aussi lié à leurs augmentations, leurs bonus salaires, tu vois. Évidemment, eux, ils sont là aussi pour leur salaire, tu vois. Il y a une logique là. Et qu'en gros, dire qu'on est une entreprise formidable, un lieu incroyablement stimulant, qu'il y a plein de choses à faire, que la traduction serait chaque once, chaque fibre, chaque dollar, chaque minute de notre organisation sera consacrée à la réalisation de notre potentiel et à la rentabilité. Et en gros, il dit, et après, il faut juste choisir, la mission, en fait, c'est juste choisir, on veut être les meilleurs du X, tu vois. On veut être les meilleurs les meilleurs installateurs de panneaux solaires du Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Peu importe, tu dis, on veut être les meilleurs de quelque chose, et en fait, ça suffit, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour lui, tu peux juste copier-coller cette template. Et en réalité, je pense que c'est assez valable comme remarque, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à dire que, voilà, on veut être les meilleurs opérateurs sur Amazon, ça a quand même clarifié beaucoup de choses, tu vois. Et les gens, en fait, aiment cette idée, on va être les meilleurs, peu importe ce que c'est, tu vois. Et au moins, c'est un truc qui est vraiment très compréhensible par tout le monde, plutôt que partir sur notre rôle, c'est de servir nos clients, de aider nos clients B2B à réaliser leurs rêves les plus fous. Ouais, ok. Ouais, ça c'est assez évident, mais et je pense que c'est un truc parce que lui aussi, en fait, il allait dans les grosses boîtes justement pour essayer d'améliorer leur situation. Et donc lui, il a le concept en fait que l'important c'est le résultat, pas le process. Et donc je pense qu'il arrive dans beaucoup de grosses boîtes, en fait, les gens suivent le process sans réfléchir pourquoi et à quel résultat ça a amené. Et donc à toujours remettre en cause le process pour s'assurer, et notamment s'assurer qu'en fait, un process n'est pas là simplement pour se rassurer psychologiquement, mais il y a vraiment un bénéfice tangible. Un autre point qui était aussi assez intéressant, parce que c'est assez contradictoire à ce qu'on dit habituellement, c'est lui dit qu'il ne faut pas maximiser la satisfaction client. Et en fait, offrir au client seulement ce pourquoi il est prêt à payer, tu vois. Et je pense que c'est un truc intelligent, et beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur de rajouter des trucs. Et certes, sur le papier, si tu rajoutes une fonctionnalité, les gens disent pourquoi pas, tu vois. Tant mieux, tu as un truc en plus, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer X dollars de plus pour ça, tu vois. Nous, par exemple, on a mis des repose-poignets intégrés à des refroidisseurs PC portables, ce qui faisait que notre refroidisseur coûtait genre 3 dollars de plus que le concurrent, tu vois. Et donc, certes, pour le même prix, le mec, il aurait pris notre truc, mais est-ce que ça vaut 3 dollars? Non, ça vaut pas 3 dollars par personne, on perd la vente. Et donc, lui, en fait, vraiment se dire combien ça coûte, est-ce que le client est prêt à payer ça pour cette fonctionnalité, tu vois. Et toujours le mettre en opposition et pas racheter des trucs juste pour racheter des trucs. Il parle du sense of urgency, donc là, le fait de créer un effet d'urgence. Je pense que c'est un des trucs les plus importants. J'ai recommandé plein de fois l'article Unpaid-Up de. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Unpaid-Up, le mec de Snowflakes, Slutman, qui est vraiment excellent. Aussi très années 90, mais pareil, il y a tout le concept un peu de cost killer, tu vois, de réduire les coûts inutiles. Après, ce qui est marrant, c'est que du coup, vu que c'est un bouquin des années 90, tu donnes des exemples. Je suis arrivé et la facture de fax, elle était de 150 000 dollars. Il parle de trucs. Il a deux doigts de parler des pigeons voyageurs qui coûtaient trop cher. C'est un truc différent. Aussi, un truc que je pense qui est très agressif comme concept, c'est. En gros, lui, pour lui, il faut créer deux classes de salariés différentes. Tu as les producteurs et les opérateurs. Les producteurs, tu les commissionnes sur ce qu'ils apportent. Et les opérateurs, en gros, ils sont bien payés, mais sans commission. Et en réalité, ça peut paraître un peu injuste, mais de ce que j'ai vu, même dans certaines boîtes, il y a une certaine logique, en fait. Les gens qui potentiellement peuvent amener des revenus, ça a du sens de les incentiver là-dessus. Alors que les personnes qui n'ont pas un contrôle direct sur les revenus, bah, du coup, tu peux mettre des bonus sur des commissions sur des trucs un peu annexes ou des proxys, mais ça fonctionne quand même beaucoup moins bien. Et au final, généralement, en plus, ce que ces gens préfèrent, c'est juste être bien payé, mais de façon régulière, tu vois. Et donc, ce modèle, il fonctionne assez bien, je trouve. Un truc qui recommande, je sais pas comment on peut solutionner ça, c'est que lui dit, en gros, ça sert à rien de donner des bonus réguliers, parce que les gens les valorisent pas, tu vois. Ils s'attendent et ils font le calcul en tête, combien j'ai gagné, en fait. Par exemple, si tu donnes un bonus de 1000 € une année, si l'année d'après, tu donnes 900 €, ils vont pas se dire, j'ai gagné 900 € de bonus, tu vois. Non, ils vont dire, j'ai perdu 100 €, tu vois. Donc, en fait, lui, son argument, c'est en gros, dès que quelqu'un fait quelque chose de bien, tu lui files un petit bonus, tu vois.
Le problème, c'est que pour moi, ça se calcule assez mal. Ça crée quand même beaucoup de risques, un peu d'injustice. Donc, je sais pas exactement comment le prendre en compte. Et toi, est-ce que tu as un système de bonus dans ta boîte ou pas? J'ai testé plein de choses, mais j'ai jamais vraiment trouvé la bonne formule. C'était toujours un peu ad hoc par rapport à la situation, par rapport au projet. Et en fait, j'ai toujours cherché des moyens de pouvoir lier la performance d'une certaine personne, tu vois. Mais c'est dur en fait. Il y a plein de trucs où tu vois comment est-ce que tu calcules la performance de ton monteur vidéo versus la performance de la personne qui a écrit le script versus la performance de la, tu vois, des emails, des machins. Enfin, en fait, il y a peu de cas. Je pense que le cas le plus clair, c'est genre si tu as une équipe de vente. Et donc les gens prennent des appels et est-ce qu'ils ont eu l'appel ou pas. Dans ce cas, il y a vraiment une personne qui fait le truc. Mais dans beaucoup d'autres cas, j'ai jamais vraiment trop réussi. Alors j'essaie de trouver tu vois, les rôles, les projets, etc. Le problème, ce que j'ai découvert, c'est que s'il y a une personne qui a un portfolio de tâches, mais il y a une seule tâche sur laquelle il y a un bonus ou quoi, ça crée une énorme distorsion en fait. C'est ça. Ou juste parce que cette tâche est mesurable, la personne va commencer à passer beaucoup plus de temps dessus, alors qu'en fait, en l'absolu, c'est pas forcément la tâche qui intéressait le plus au niveau de la boîte, mais c'est la seule qui est vraiment mesurable. Et donc ça crée une distorsion, mais tu peux pas créer un truc, tu vois, sur l'ensemble de ces tâches. Après, j'avais essayé de faire, tu vois, plus un truc général en mode sur la croissance de la boîte, dans le mode tout le monde va dans la même direction. Et dans ce cas-là, tu perds le côté, c'est vraiment lié à tes actions. Et donc, ouais, il y a un petit peu d'ownership, de machin, mais il n'y a plus le côté, on récompense précisément une personne. Tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment jamais réussi. Et en dehors vraiment des tâches, tu vois, ultra précises, genre une équipe de vente et tout, parce que, en fait, les boîtes, elles sont trop complexes. Tu vois, il n'y a pas vraiment une personne qui a fait un truc. Un autre élément, tu vois, sur lequel j'avais fait ça, c'est par exemple, ok, on va développer à l'époque, c'était une nouvelle formation. La personne qui développe la formation va avoir un bonus par rapport à la performance de la formation, ce qui aura un énorme impact là-dessus. Mais sur plein d'autres cas, tu vois, c'était vraiment des cas très spécifiques où j'avais trouvé un cas particulier pour faire ok, je vais incentiver la personne sur la performance, mais dans la plupart des cas, en fait, il n'y a pas ça. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu mets des personnes sur ce type de projet, et après tu les passes sur d'autres projets où il n'y a pas de mesure immédiate de la performance, ils sont en mode, bah du coup, comment on fait le bonus, le machin, et en fait, là, il n'y a plus de moyen de le calculer. Donc j'ai jamais vraiment très bien réussi à trouver cette formule non plus. Et ça, lui, du coup, il se dit, pour en fait, les opérateurs, le plus simple, tu leur mets un salaire fixe qui est élevé, tu vois, plus élevé que le marché. Comme ça, ils sont contents, ils ont conscience qu'ils sont bien payés. Et tu règles ce problème. Et pour les gens, du coup, les producteurs, tu lui donnes de la commission. Et après, la partie bonus, c'est encore un peu différent parce que lui, il distingue commission qui est par rapport à une action. Donc, par exemple, réaliser une vente. Et bonus, lui, c'est plus par rapport à. Toi, si un opérateur fait un truc spécial, il va te donner un bonus comme ça, ad hoc, un peu pour récompenser ça. Euh, Plutôt que de donner un bonus de Noël à tout le monde, par exemple. Euh, un autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'en fait, il faut utiliser à fond les titres dans une boîte. Donc, le titre que tu donnes, donc vice-président, peu importe. Ça, en gros, il dit que c'est gratuit, tu vois. C'est un des trucs que tu peux donner qui est gratuit pour toi. Euh, et qu'en fait, peu de gens vont admettre qu'ils accordent l'importance à leur titre. Mais en fait, il y a quand même ça et ça. Euh, et aussi, ça rajoute un niveau de responsabilité, tu vois. Quand tu dis que quelqu'un le senior quelque chose, il dit, attends, je suis senior quelque chose, donc s'il y a un truc qui merde, c'est à moi de gérer, toi. Si je suis junior, bon, bah, c'est pas vraiment mon problème, toi. Je suis pas censé gérer ça, toi. Donc, en fait, tu t'associes à un niveau de responsabilité plus élevé par rapport à un titre. Et d'ailleurs, le fait que les gens accordent de l'importance à un titre, en fait, c'est pas totalement rationnel dans le sens que, quand même, ça a une importance assez forte sur un CV, tu vois, sur un résumé. Entre un mec qui postule en disant qu'il était assistant logistique, comparé, il était chief logistic officer, tu vas traiter différemment et tu vas partir d'un salaire différent. Alors que potentiellement, ça se trouve, les deux faisaient un travail très similaire, tu vois. En fait, t'en sais rien. Et donc, plutôt que de demander aux gens, bah, est-ce que tu veux un titre et qu'ils disent ouais, non, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'auto. Toi, c'est un peu de Napoléon qui se met à couronne, toi. Ils ont pas envie de s'auto-déclarer senior, je sais pas quoi, ou vice-président, je sais pas quoi. En fait, ça doit venir de toi. Après, là où je pense que le problème, c'est que tu peux un peu retrouver dans l'inflation des titres. Et notamment, c'était au cas quand je postulais en Angleterre pour des prêts dans les banques. En fait, en Angleterre, quand tu commences dans une banque, quasi directement, t'es vice-président de quelque chose, tu vois. Et donc, à Citibank, t'as genre 30 000 vice-présidents. Et donc, après, il faut qu'ils recréent des titres au-dessus, tu vois. Et en fait, il faut réimaginer des trucs qui valent encore plus. Super président. Super méga président. Super méga. Je suis le roi du monde. Méga giga. C'est comme les gamins, toi, qui veulent faire la surenchère. Mais du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut quand même être assez intelligent pour que tu ne crées pas un peu un handicap ou alors que tu te retrouves quelqu'un que tu payes à 1 000 € par mois qui se retrouve président de quelque chose. Tu vois, ça coince un peu. Mais je pense que non, enfin, donner un titre précis aux gens, c'est pas une mauvaise idée. Tu vois.
Et le dernier point du bouquin que j'ai trouvé intéressant, c'est le concept de ne pas avoir de manager professionnel. Donc lui, il disait plutôt qu'avoir par exemple, encore une fois, avec des très grosses boîtes, un directeur de l'Europe, tu vois. Il disait non, par exemple, tu prends le directeur de la France et il est aussi directeur de l'Europe, tu vois. Mais en gros, personne n'est juste à manager des gens. Et je pense que ça, c'est un truc très important. À chaque fois, Mais le directeur de la France, il manage juste des gens, non? Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas faire d'opérationnel. Oui, je gère la France directement, effectivement. Donc, t'as un peu plus, mais je pense qu'il est quand même plus impliqué dans l'opérationnel. Mais l'idée, c'est, en gros, peut-être l'idée, c'est plus de ne pas créer d'échelons inutiles, tu vois. C'est effectivement, tu dois avoir des échelons à un moment donné, mais t'en as pas un qui est juste l'échelon de quelque chose, tu vois. Et je pense qu'après, c'est bon, ouais, c'est possible, directeur de la France, c'est 4 gars, tu vois. Je sais pas à quel point, toi, c'était des grosses opérations non plus. Mais et pareil, toi, si t'as pas un manager des sales, t'as un des gars des sales qui est un des meilleurs, qui manage aussi l'équipe de sales. Et moi, je prends ça à cœur vraiment que chaque personne a quand même sa contribution individuelle directe et en plus peut gérer une équipe. Parce que de ce que j'ai vu, c'est les gens qui voulaient mener le projet ou qui géraient des équipes qui n'étaient pas directement impliquées. Généralement, ça coince quand même pas mal. C'est dur après de vraiment juger de la compétence de ces personnes. Et ça peut être dur pour eux aussi de gagner la confiance de l'équipe si eux-mêmes ils font rien, quoi. Quand t'arrives... En un sens, je trouve que si c'est une personne qui était contributeur individuel et qui après est monté dans la boîte, c'est un peu plus facile, je trouve, à accepter que maintenant ils vont faire que du management. Les personnes qui veulent rentrer et faire que du management, tu dis, bah du coup, je sais même pas comment je vais tester en fait, tu vois. C'est quoi le projet test ici? Je sais pas du tout si c'est une personne qui est ultra compétente ou si c'est du pur bullshit et je sais pas comment je pourrais le déterminer. Et tu sais, le plus beau de cette histoire, c'est que du coup, quand j'ai lu ce livre, et quasi doublé les profits en 6 mois, toi. Donc le livre, il l'a pas menti. Il a dit la vérité. Ah donc, ouais. C'est assuré. N'importe qui lit ce livre va doubler ses profits en 6 mois. C'est écrit sur le titre. C'est une promesse. Toutes les promesses de tous les livres sont validées. C'est pour ça que je travaille que 4 heures par semaine d'ailleurs depuis 2011. Je suis bloqué. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. À la semaine prochaine. À la prochaine.